Bonsoir, donc je m'appelle Silouane, j'ai 31 ans, donc moi je suis séronégatif et on m'a demandé d'intervenir pour faire part de mon expérience euh, parce que aujourd'hui je suis en couple avec une personne séropositive, on est des heureux parents, des heureux papas et ça n'a pas été un chemin très simple pour moi, faut l'avouer. Et donc voilà, c'était juste pour faire part un peu de ce chemin, puisque à l'origine, quand j'ai commencé à avoir une vie sexuelle, j'avais très peu d'informations en fait. Même le concept même de santé sexuelle était quelque chose qui m'était inconnu alors que j'étais professionnel de santé. J'avais très peu d'informations qui m'étaient revenues, y compris via mes études. Et donc du coup, enfin voilà, j'ai commencé ma vie sexuelle avec quasiment zéro information, au point que j'ai eu des découvertes vraiment fortuites de MST en cherchant à la base complètement autre chose. Donc vraiment dans le flou total. Et donc petit à petit, j'ai commencé quand même à vouloir avoir une prise en charge pour ma santé sexuelle. Et ça a été très dur de trouver un centre où je me sens à l'aise, à la fois écouté, non jugé, parce que j'allais dans les Cégide pour faire des dépistages, qui à l'époque s'appelaient plutôt CDAG, mais où j'avais le sentiment vraiment d'être jugé. Quand je disais que j'étais homosexuel, clairement il y avait alerte en face de moi, on va faire un dépistage sur tout et n'importe quoi, y compris des choses pour lesquelles j'étais vacciné, etc. Donc ça a été un peu compliqué de trouver un endroit et j'ai mis beaucoup de temps et j'ai continué à développer un peu ma vie sexuelle sans avoir de réelles réponses à mes questions et d'informations. Et il y a eu une rencontre qui a été un peu déterminante pour moi parce que j'ai eu un gros crush sur un garçon qui a fini par vouloir qu'on lâche la capote. Pour remettre un peu dans le contexte, c'était juste avant que la PrEP arrive, donc le discours indétectabilité, non-transmission passait pas trop, en tout cas j'étais pas dans les cibles, ou en tout cas ça n'arrivait pas vraiment jusqu'à moi. Donc j'ai fini par accepter cette relation sans capote, et puis après j'ai bien senti qu'il y avait un malaise qui s'était installé entre lui et moi. Donc il a fallu que j'insiste un peu pour savoir un peu ce qui se passait. Et à un moment, ça s'est fait en deux étapes. Dans un premier temps, il m'a dit qu'il était dans l'étude avant l'autorisation de mise sur le marché de la PrEP. Et après, il a fini par m'avouer qu'il était séropositif. Et ça a été un peu, je vais être très honnête, une douche froide pour moi à ce moment-là, parce que j'avais vraiment zéro information. Et je l'ai vécu comme ça sur le moment, un moment de trahison. Alors non pas par rapport au fait qu'il soit séropositif, mais parce que je n'avais pas d'informations, j'avais le sentiment qu'il m'avait pas laissé le temps d'avoir ces informations-là. Voilà, hein, remettre dans le contexte, c'était vraiment avant la PrEP, etc. Donc je pense que ça a beaucoup joué aussi. Mais en tout cas, cette rencontre et cet événement a été un réel déclic. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de tomber sur un centre de santé sexuelle communautaire qui s'appelle le 190, pour pas le nommer. Où là, pour le coup, je veux pas faire leur pub, mais j'ai trouvé vraiment, et ça c'est le soignant aussi en moi qui parle, vraiment le beau côté du soignant qui prend vraiment le temps d'écouter. Et c'est la chance que j'ai eue, et je sais que tout le monde n'a pas forcément cette chance d'avoir des accès de centres comme ça, parce que j'ai pu vraiment poser toutes mes questions. En face de moi, on a pris le temps de me répondre. Et j'avais vraiment un sentiment d'absence de jugement parce que je posais quand même des questions qui pour quelqu'un d'aguerri, un professionnel pour qui c'est le quotidien, pouvaient paraître très, très basiques et très bêtes. Et d'ailleurs, ce soir, je me rends compte que je suis encore très peu informé en réalité. Mais ça a été un moment, un vrai tournant parce que j'ai commencé quand même malgré tout à beaucoup plus m'informer. En particulièrement, ça a été quand même la grande découverte de ce principe qu'une personne indétectable était non contaminante. Et petit à petit, je me suis rendu compte que moi-même, enfin, je me suis interrogé moi en tant que personne et en tant que soignant,
sur mes comportements, sur mes mots, sur mon positionnement. Et je me suis rendu compte que collectivement, en tant que communauté LGBT et aussi en tant que soignant, on n'avait pas forcément les bons comportements. Et je me souviens avoir fait des fois des cours de pédagogie auprès de collègues au pied du scanner à lui expliquer justement ce principe de I égale I, parce que j'avais des collègues qui fluotaient en rouge des patients sur lesquels la demande était écrite séropositive. Et donc du coup, je me souviens avoir pris 5 minutes après auprès d'une collègue pour lui expliquer mais pourquoi tu fais ça, etc. Et sache qu'en fait, ça sert à rien parce que tu vas prendre en charge le patient exactement de la même manière que tu prendrais les patients pour qui tu n'as pas l'information. Donc voilà, et au point que ça a été une information très importante pour moi parce que j'ai fait un master en économie et gestion de la santé pour devenir cadre de santé. Et ça a été une question de recherche pour mon mémoire. Et ça a été aussi une très grande découverte, enfin je m'en doutais un peu, mais de voir que des professionnels de santé qui travaillent, donc moi je viens de la filière manipulateur radio, donc qui travaillent dans des services d'imagerie, y compris dans des hôpitaux où il y a des gros services de maladies infectieuses ou avec des gros services pour le traitement post-exposition, etc., étaient très mal informés et tenaient des discours, donc ça c'est en 2019, qui était proche de l'image d'Épinal des années 80-90. Et ça a été très perturbant pour moi en tant qu'à l'époque futur manager de ces professionnels de santé et qui aujourd'hui encore me pose beaucoup de questions. C'est comment on peut être un bon professionnel de santé en se basant sur un manque d'information et en ayant encore des préjugés comme ça. Et dans mon parcours, il y a eu un événement du coup heureux quand même. La rencontre de celui qui est devenu mon mari et qui a eu le courage de le dire tout de suite, dès les premiers échanges, qu'il était séropositif. Et je ne sais même plus s'il m'a dit s'il était indétectable ou pas, en fait. Je ne sais plus. Je me souviens juste lui avoir dit que c'était très courageux de sa part, parce que j'avais eu un vécu qui faisait que je savais que c'était difficile de trouver le bon moment. Et que c'était très courageux de sa part de le dire dès les premiers échanges et quasiment la rencontre. Mais du coup, je lui ai expliqué que du coup, j'étais très informé et que pour moi, c'était quasiment plus un sujet en fait parce que j'étais bien au courant de tout ça. Il y a quand même eu un petit événement juste après notre rencontre qui, je pense, est important à dire sur la maladresse de certaines personnes. Parce que je me souviens bien de quelqu'un qui, quand il a su que j'avais une relation avec Julien, qui en soirée m'a dit ah, tiens, faut que tu as commencé une relation avec Julien, viens, il faut que je te dise quelque chose sur lui. Et c'était pour me dire qu'il était séropositif. Alors, d'un côté, j'ai trouvé ça. Il faut être honnête, peut-être qu'il y avait une volonté bienveillante de me dire les choses, faut pas voir le diable là où il n'est pas, mais malgré tout l'enfer est pavé de bonnes intentions. Et je me souviens d'avoir dit à Julien de revoir avec lui parce que je trouve ça tellement maladroit en fait. Et que je me souviens à cette personne lui avoir dit écoute, en fait tu penses m'apprendre quelque chose mais tu ne m'apprends rien. Par contre, ce que tu viens de faire, c'est peut-être pas à toi de me le dire en fait. Voilà, donc je sais que Julien avait eu une discussion avec cette personne pour l'amener à réfléchir justement sur ça. Et aujourd'hui, on est un couple séro différent, on est une famille. Grâce aux évolutions de la science, on a pu fonder une famille grâce entre autres au lavage de sperme. Et donc du coup, l'idée c'est aussi de pouvoir, pour nous en tant que famille sérodifferente, donner une image positive de tout ça et comme quoi on peut avoir un beau couple et une belle famille. Ouais, on voit qu'il y aura encore beaucoup de choses à apporter, peut-être que tu auras des questions. Et dans ton témoignage, on voyait bien toutes les dimensions, à la fois dans l'histoire et puis les interactions entre la vie professionnelle, la vie amoureuse, la vie relationnelle, et ce qui s'est passé, là, les circonstances où tu as pu, que tu as vécu, qui t'ont permis aussi peut-être de mieux comprendre lorsque Julien s'est exprimé. Alors on va continuer. Alors Thaïs, tu es la dernière personne à t'exprimer. Oui, donc bonjour à tous voilà. et toutes. Moi je m'appelle Thaïs, j'ai
Je vais bientôt fêter mes 30 ans de VIH, vu que j'ai été... j'ai diagnostiqué en décembre 92, donc bientôt 30 ans. Et, et donc en fait, moi, ce que ça a changé, le U égale U, c'est arrivé très très tard dans mon historique de personnes vivant avec le VIH. Et je suis passé par à peu près... pareil, j'ai une longue histoire. J'ai commencé par être en couple avec des séropositifs. Et alors là, on m'a dit attention, parce qu'il y a surcontamination, il faut surtout mettre la capote, même si tu es entre séropos, il faut vraiment, là, il y a plusieurs souches, alors j'ai pas tout compris, mais on me disait voilà, que c'était... En gros, il fallait pas faire de sexe, quoi. Donc, ok, donc il y a un moment, je dis, bon, bah, on va mettre ceinture, hein, ceinture, ok. Et puis, ceinture, au bout d'un moment, c'est difficile quand même. Hein. Et puis, j'ai entendu parler vers 2008 sur des sites d'associations. Et puis, quand j'ai essayé, peut-être pas assez clairement de l'évoquer auprès de mon infectiologue, en gros, oui, mais c'est pas pour vous. Enfin, c'est ce que j'avais compris, que c'était pas pour moi. Que c'était, oui, c'est les Suisses, mais c'était pas pour moi. On m'a refait la même chose plus tard avec... bref, donc c'était pas pour moi. Donc je dis, bon, bah, c'est pas pour moi. Du coup, il se trouve que vers 2008, 2009, 2010, j'étais en couple stable avec quelqu'un donc, qui était séronégatif. Donc je faisais très très attention. C'est limite si je mettais pas 2 capotes pour être sûr. Et puis une fois, la capote a cassé. Et alors là, je l'ai tiré par la manche. On est allé à l'hôpital en urgence, traitement d'urgence. Il a été malade pendant 1 mois parce que ça le faisait vomir. Enfin, et bon, ça a un peu mis un terme à notre relation parce qu'il trouvait ça très très désagréable qu'à la moindre capote qui craque. Mais et donc après, j'ai rencontré d'autres hommes et notamment un qui était informé. Alors coup de bol. Il avait un pote qui était séropo et qui n'était pas informé, mais comme moi j'ai toujours en gros, quand je me présente, je dis bonjour, moi c'est Thaïs, je suis séropo. Je dis avant quoi que ce soit, parce que j'ai eu tellement de mésaventures, bon, du coup je le dis avant même de faire la bise limite. Hein, donc, pas dans la vie professionnelle, mais ça c'est... Et donc lui me dit ah oui ben j'ai un... Et donc en fait c'est pas auprès de moi qu'il est venu chercher l'information, il est venu chercher l'information auprès de son copain séropo qui a dit oui non mais tu risques rien et qui était en gros plus informé que moi que je l'étais moi. Et donc là on est en 2014-2015 et ou peut-être un peu après, parce que je suis tombée sur la plaquette U égale U à l'hôpital, et où j'ai dit effectivement... et donc, en gros, l'information est venue alors, j'avais l'information sur les sites des associations et tout, mais en gros, le médecin m'avait dit, c'est pas pour moi. Et en gros, c'est une de mes relations romantiques qui est venue m'apporter l'information et qui a été confirmée par un flyer de aide à l'hôpital. Je dis, ah bah oui, en fait, oui, là, donc c'est bon, on peut y aller. Et puis, et en même temps, dans ma vie, ça a rien changé parce que moi, je fais partie de ces personnes infectées depuis longtemps qui ont toujours le flip de ça y est, je suis toxique, je vais. Alors ça commence à se calmer un petit peu, mais quand même. Et en même temps, ça a tout changé parce que ça m'a permis de faire un enfant. Sans flipper du tout, en me disant bah maintenant j'ai... Alors moi j'en étais encore resté au fait qu'il fallait pas de maladies sexuellement transmissibles autres. Je découvre qu'en fait non, j'en étais encore resté au fait qu'il fallait plus de 6 mois de tout ça. Mais bon, ça faisait plus de 10 ans que j'étais indétectable, donc oui, bon, les 6 mois c'est passé, hein, donc... Et donc, je continue le fil parce que du coup, moi, je me suis dit, mais alors, si on transmet plus par voie sexuelle, est-ce qu'on transmet par l'accouchement? On me dit non, plus du tout. Alors,
Selon les hôpitaux, il y a un premier hôpital qui m'a dit si on vous fera une petite injection d'AZT pour le moment de l'accouchement. Puis l'autre hôpital, il me dit bah non, nous non. Alors je suis là où on ne le mettait pas. Donc c'était pas encore partout pareil apparemment. Et puis je me suis dit bah alors du coup est-ce que si on transmet pas par voie sexuelle, est-ce qu'on transmet quand même par l'allaitement? Et puis donc je me suis renseigné, j'ai regardé un peu ce qui se faisait, puis je me suis dit, cette fois-ci, je ne vais pas me faire avoir comme pour le U égale U, où j'ai dû tirer des compagnons par la manche à l'hôpital alors qu'il n'y avait pas forcément besoin. Et puis là, on me dit, ah oui, non, mais ça, c'est l'Angleterre, ça, c'est ailleurs. Je dis, on me l'a déjà fait, ça, c'est la Suisse. Donc c'est pour ça, je dis, on me l'a fait par ailleurs. Donc, mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc voilà, ça n'a en même temps pas changé grand-chose parce que je reste toujours très prudente et j'ai encore un petit peu du mal à desserrer la ceinture quand même. Hein. Et en même temps, ça a tout changé parce que du coup, je suis une maman comblée.